Dans les derniers jours de avril de 1945, Benito Mussolini déjà n'était pas le dictateur qui avait contrôlé Italie avec main de fer. Il tente de s'échapper vers la frontière suisse, caché entre un convoi allemand. Il fut découvert et arrêté par des partisans dans un petit village sur les rives du lac de Como. À son côté était Clara Petacci, qui refusa de l'abandonner. Le Duce, qui avait créé un régime totalitaire, signé le pacte d'acier avec Hitler et entraîné l'Italie à la guerre, resta réduit à un prisonnier sans pouvoir ni armée qui le défendît. En question d'heure, son destin resta scellé. Qui prit réellement la décision d'en finir avec Mussolini? Fut-ce justice immédiate ou vengeance politique? Et quelle signification historique eut la fin de Mussolini pour l'Axe? Le pouvoir absolu, l'ascension et la chute du Duce. Le 32 octobre de 1922, Benito Mussolini devint Premier ministre de le Royaume d'Italie après la dénommée Marche sur Rome. La décision l'a pris le roi Victor Emmanuel III quand des milliers de militants fascistes se mobilisèrent vers la capitale comme démonstration de force. Bien que le nombre réel de participants fût limité, la pression politique et la menace de guerre civile influencèrent la décision de le monarque de rejeter l'état de siège et de charger Mussolini de la formation de le gouvernement. Dans son premier cabinet, Mussolini gouverna en coalition avec des forces conservatrices et libérales. Cependant, depuis le début, il chercha à étendre les compétences de l'exécutif. En 1923 fut approuvée la loi Acerbo, qui octroyait à la liste la plus votée aux élections à le moins 2/3 des sièges à la Chambre des députés. Avec ce mécanisme, le Parti national fasciste assura une majorité parlementaire lors des élections de 1924. Cette même année se produisit l'assassinat de le député socialiste Giacomo Matteotti, critique de le régime et des irrégularités électorales. Bien que la responsabilité directe de Mussolini ne fût pas prouvée, le fait provoqua une crise politique connue comme le scandale Matteotti. Une partie de l'opposition abandonna le Parlement en signe de protestation, facilitant à le chef de gouvernement de manœuvrer pour affermir le contrôle. Entre 1925 et 1926, une série de décrets et lois connues comme les lois fascistissimes transformèrent le système politique. Furent dissous tous les partis d'opposition, furent interdits les syndicats libres, furent supprimées les libertés de presse et de réunion, et fut créé un tribunal spécial pour la défense de l'État. La milice volontaire pour la sécurité nationale, formée par les chemises noires, devint une force auxiliaire de l'armée. Vers 1926, le régime avait établi un système de partis unique sous le leadership indiscuté de Mussolini. En 1929, l'État italien signa les pactes du Latran avec le Saint-Siège. Ces accords résolurent la question romaine, en vigueur depuis 1870 après l'annexion des États pontificaux. Le Vatican fut reconnu comme État indépendant et reçut des indemnisations, tandis que le catholicisme devint la religion officielle d'Italie. Ceci assura la neutralité de l'Église face à le régime et renforça la légitimité de le gouvernement fasciste. Parallèlement, le régime impulsa un modèle économique corporatif. La Charte du travail de 1927 proclama que les relations de travail seraient régulées par des corporations qui regroupaient travailleurs et entrepreneurs sous supervision étatique. L'objectif était de substituer la lutte des classes par la collaboration dirigée depuis l'État. Le corporatisme devint un des traits institutionnels les plus remarquables de le système fasciste. Durant la Grande Dépression, l'Italie affronta des faillites bancaires, une chute des exportations et une augmentation de le chômage. En 1933 fut créé l'Institut pour la reconstruction industrielle qui assuma le contrôle d'entreprises stratégiques en banque, transport et communication. Ceci convertit l'État en un des principaux acteurs de l'économie nationale. Dans le domaine monétaire, fut impulsée la bataille de la lire pour maintenir la stabilité cambiaire. En agriculture, des campagnes comme la bataille du blé cherchaient à augmenter l'autosuffisance alimentaire. Sur le plan social, le régime promut des organisations juvéniles et féminines pour endoctriner la population sous des principes fascistes. L'éducation fut restructurée avec un accent sur la loyauté à l'État, l'obéissance et le nationalisme. Le culte à la figure de Mussolini comme Duce se diffusa au moyen de propagande, défilés et presse contrôlée. La politique extérieure chercha à situer l'Italie comme puissance méditerranéenne. En 1935, l'armée italienne envahit l'Éthiopie, utilisant un armement moderne et des moyens aériens.
La Société des Nations condamna l'agression et appliqua des sanctions économiques, mais sans mesures militaires effectives. En 1936, l'Italie proclama l'annexion de le territoire et déclara la naissance de l'Empire. Cette même année, Mussolini intervint dans la guerre civile espagnole en soutien de Francisco Franco, envoyant des troupes, des avions et des fournitures. En 1939, l'Italie occupa l'Albanie, renforçant sa présence dans les Balkans. Le rapprochement avec l'Allemagne nazie s'intensifia après 1936. Mussolini adopta des politiques similaires à celles de Hitler, incluant les lois raciales de 1938 qui excluaient les Juifs de la vie publique et professionnelle. En 1939, l'Italie et l'Allemagne signèrent le pacte d'acier, s'engageant à une assistance mutuelle en cas de guerre. Au déclenchement de la guerre en septembre de 1939, l'Italie se déclara initialement non belligérante. Mussolini espérait que le conflit se prolongeât pour gagner du temps et se préparer. Cependant, après les rapides victoires allemandes sur la Pologne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la France, il décida d'intervenir. Le 10 juin de 1940, l'Italie déclara la guerre à la France et à le Royaume-Uni. Les opérations initiales furent limitées. Dans les Alpes occidentales, les troupes italiennes avancèrent de peu de kilomètres contre la France, qui déjà était pratiquement défaite par l'Allemagne. En Méditerranée, la marine italienne affronta des difficultés face à la Royal Navy. Dans le nord de l'Afrique, les forces italiennes envahirent l'Égypte depuis la Libye, mais furent repoussées par les Britanniques, qui contre-attaquèrent et occupèrent de vastes zones de Cyrénaïque. En octobre de 1940, Mussolini ordonna l'invasion de la Grèce depuis l'Albanie, sans consulter Hitler. La campagne résulta en un échec. L'armée grecque résista et contre-attaqua, pénétrant en territoire albanais. L'Allemagne intervint en avril de 1941 pour assurer les Balkans, obligeant l'Italie à accepter une position subordonnée dans les opérations militaires. En Afrique du Nord, après les revers initiaux, l'Italie dépendit de plus en plus de le soutien allemand. En 1941 fut créé l'Africa Corps sous le commandement d'Erwin Rommel, qui opéra aux côtés des troupes italiennes. Bien qu'ils obtinrent quelques victoires, comme la capture de Tobrouk en 1942, la situation stratégique devint insoutenable. En novembre de 1942, le débarquement allié dans le nord de l'Afrique et la défaite à El Alamein marquèrent un point d'inflexion. Sur le front oriental, Mussolini envoya un contingent à le service de l'Allemagne. Le corps expéditionnaire italien en Russie, déployé en 1941, fut élargi en 1942 jusqu'à former l'armée italienne en Russie. Mal équipé pour le climat extrême, il subit de graves pertes durant l'offensive soviétique à Stalingrad et sur le Don. Plus de la moitié de ses effectifs furent tués, blessés ou capturés. Les défaites militaires, les bombardements sur les villes italiennes et la pénurie économique détériorèrent la situation interne. Le mécontentement grandit dans la population et aussi dans des secteurs de le régime. En juillet de 1943, les Alliés débarquèrent en Sicile. La défense italienne s'effondra rapidement tandis que les forces allemandes se repliaient pour contenir l'avancée. Dans ce contexte, la nuit de le 24 à le 25 de juillet de 1943 se réunit à Rome le Grand Conseil fasciste, organe qui n'avait pas siégé depuis 1939. Dino Grandi présenta une motion qui rendait à le roi le commandement des forces armées. La proposition fut approuvée avec 19 votes pour, 8 contre et 1 abstention. Le 25 de juillet, Mussolini se rendit à son audience habituelle avec Victor Emmanuel III à la Villa Savoia. Le monarque le destitua et lui communiqua qu'il avait nommé Pietro Badoglio comme nouveau président de le Conseil des ministres. À la sortie de la réunion, Mussolini fut arrêté par les carabiniers et transféré initialement à la caserne de Podgora. Le régime fasciste cessa d'exister comme structure de pouvoir autonome. Badoglio annonça que la guerre continuerait aux côtés de l'Allemagne, mais en secret, il initia des contacts avec les Alliés pour négocier un armistice. Grand Sasso, le sauvetage impossible de Mussolini. Après la destitution de Benito Mussolini le 25 de juillet de 1943, le nouveau chef de gouvernement Pietro Badoglio et le roi Victor Emmanuel III décidèrent de l'isoler en différents lieux pour éviter des tentatives de libération. D'abord, il fut transféré à l'île de Ponza, ensuite à la Maddalena en Sardaigne et finalement, au début de septembre de 1943,
à l'hôtel Campo Imperatore, situé dans le massif de Le Gran Sasso, dans les Apennins des Abruzes. Le lieu fut choisi pour son isolement géographique. Il était situé à plus de 2000 mètres d'altitude et était seulement accessible au moyen d'un téléphérique. La sécurité était à la charge de carabiniers et d'unités militaires italiennes. Durant sa réclusion, Mussolini montra des signes de détérioration physique, avec des problèmes de santé rapportés par ses gardiens. Malgré la surveillance, il se maintint informé partiellement de la situation à travers les officiers italiens qui le gardaient. Pour Adolf Hitler, la chute de son principal allié dans le sud de l'Europe représentait un risque stratégique et symbolique. Depuis le 25 de juillet, il ordonna à le service de renseignement et à les SS de localiser Mussolini. L'Abwehr et le Sicherheitsdienst pistèrent les différents lieux où il avait été transféré jusqu'à confirmer qu'il se trouvait dans le Gran Sasso. La décision de le libérer fut prise immédiatement par Hitler, qui considérait nécessaire de restituer à le duché dans quelque type d'autorité pour maintenir une Italie alignée avec l'Axe. Le chargé de planifier l'opération fut le général Kurt Student, spécialiste en troupes aéroportées, tandis que l'exécution fut assignée à un commando mixte de parachutistes et d'agents des SS dirigé par Otto Skorzeny. L'opération reçut le nom de code Eiche, qui signifie chaîne. Le 12 de septembre de 1943, un groupe de 90 parachutistes allemands, aux côtés de 12 agents des SS sous le commandement de Skorzeny, menèrent à bien la mission. Ils utilisèrent des planeurs DFS 230 qui atterrirent sur l'esplanade proche de l'hôtel Campo Imperatore, contournant les défenses italiennes. L'action fut rapide. Les carabiniers chargés de la garde n'offrirent pas de résistance significative après avoir reçu des ordres contradictoires depuis Rome et par l'évidente supériorité de feu des Allemands. Skorzeny et les parachutistes firent irruption dans l'hôtel et trouvèrent Mussolini dans sa chambre. Le duce fut libéré sans tir ni affrontement grave. Il fut escorté jusqu'à un avion Fieseler Fi 156 Storch, piloté par Gerhard Fieseler, et transféré d'abord à Pratica di Mare, près de Rome, et ensuite à Vienne. Le succès de l'opération se diffusa amplement par la propagande allemande comme un exemple d'efficacité militaire. Après le sauvetage, Mussolini fut emmené en Allemagne. Le 14 de septembre de 1943, il se réunit avec Hitler à Rastenburg, en Prusse orientale, dans le quartier général connu comme la Tanière du Loup. Dans cette réunion, Mussolini exprima initialement son désir de se retirer de la vie politique. Cependant, Hitler lui posa la nécessité de former un nouveau gouvernement fasciste dans le nord de l'Italie, sous occupation allemande. Hitler lui communiqua que la reddition signée par Badoglio avec les Alliés était inacceptable pour l'Allemagne et que les territoires italiens sous contrôle germain devaient se maintenir à l'intérieur de l'effort de guerre de l'Axe. Face à cette pression, Mussolini accepta de diriger la structure qui serait connue comme la République sociale italienne. Le 23 de septembre de 1943, Mussolini annonça publiquement la création de le nouvel État, dont la capitale administrative fut fixée à Salo, sur les rives de le lac de Garda. De là provient le nom avec lequel est connu le régime, République de Salo. Le territoire sous contrôle de la RSI se limitait à le nord et une partie de le centre de l'Italie, tandis que le sud était déjà sous occupation alliée. Bien que formellement elle se présentât comme un État souverain, dans la pratique elle dépendait totalement des forces allemandes qui maintenaient le contrôle militaire et administratif. Le nouveau gouvernement fut intégré par des hiérarques fascistes qui étaient restés fidèles à Mussolini. Alessandro Pavolini fut nommé secrétaire de le nouveau parti fasciste républicain. Rodolfo Graziani, ancien maréchal, assuma le commandement des forces armées de la RSI qui s'organisèrent sous une stricte supervision allemande. La République sociale italienne adopta un programme idéologique qui insistait sur la dimension sociale de le fascisme. Dans le manifeste de Vérone, publié en novembre de 1943, était proclamée l'abolition de la monarchie, l'instauration d'une république populaire basée sur des principes corporatifs et une politique économique de nationalisation. Dans la pratique, ces mesures eurent une faible application. La priorité allemande était d'assurer la logistique militaire et de réprimer la résistance partisane. Les forces de la RSI collaborèrent dans des opérations contre des insurgés et dans des déportations de juifs vers des camps de concentration nazis. Mussolini s'installa avec son entourage à Gargnano,
dans une villa sur les rives de le lac de Garda. De là, il supervisait de manière limitée les activités gouvernementales. Ses communications étaient contrôlées par des officiers allemands et sa marge de décision était réduite. Le contrôle réel sur la République de Salo était entre les mains des SS, dirigés en Italie par Karl Wolff, commandant suprême des SS et de la police dans le pays. Wolff coordonnait la répression contre les partisans et la persécution des opposants. La Gestapo aussi maintenait une présence directe, intervenant dans des arrestations et des déportations. Mussolini, à la différence de son étape antérieure au pouvoir, déjà ne comptait pas sur une capacité de manœuvre indépendante. Ses discours étaient supervisés et son image utilisée à des fins propagandistes par Berlin. La correspondance diplomatique et les décisions militaires étaient prises en consultation obligatoire avec les Allemands. Des rapports de l'époque reflètent que l'ancien leader se trouvait dans une situation d'isolement, entouré d'un petit cercle de collaborateurs et surveillé constamment. Son rôle se réduisit à donner une légitimité formelle à un gouvernement imposé par l'occupation militaire. Clara Petacci, qui avait été l'amante de Mussolini depuis le début de la décennie de 1930, resta à son côté durant cette période. Après le sauvetage dans le Gran Sasso, elle chercha à se réunir avec lui en Allemagne et postérieurement à Salo. La famille Petacci bénéficia de sa proximité avec Mussolini. Son père, Francesco Petacci, médecin de le Vatican, reçut une protection. Son frère Marcello participa à des activités liées à le régime et Clara elle-même résida dans des villas proches de le lac de Garda, d'où elle maintenait un contact direct avec le duché. Diverses sources contemporaines documentent que Clara maintenait une relation constante avec Mussolini en ces années, l'accompagnant dans des déplacements et agissant comme confidente. Malgré l'ambiance d'hostilité et de la guerre en cours, elle ne se sépara pas de lui. Entre la fin de 1943 et 1945, la péninsule italienne devint un front actif de la Seconde Guerre mondiale. Au sud, les Alliés avançaient lentement vers Rome et plus tard vers la vallée de l'Epau. Au nord, les partisans intensifiaient la résistance contre les troupes allemandes et les forces de la RSI. L'armée de la République de Salo comptait officiellement plus de 300 000 hommes, mais souffrait de désertion et manquait d'armement moderne. Dans de nombreuses opérations, elle dépendait directement de le soutien allemand. La garde nationale républicaine et les brigades noires agissaient comme des forces de répression interne contre des partisans et des civils suspects de collaborer avec la résistance. La RSI affronta des difficultés depuis le début. L'abolition de la monarchie et l'instauration d'un régime républicain ne réussit pas à attirer des secteurs populaires. La majorité de la population voyait le nouvel État comme une prolongation de l'occupation allemande. Le parti fasciste républicain tenta de récupérer des militants, mais ses activités se limitaient en grande mesure à la propagande. Il y eut aussi des tensions internes entre des hiérarques fascistes vétérans et les autorités allemandes qui imposaient leurs critères dans toutes les décisions importantes. En janvier de 1944 furent célébrés des procès à Vérone contre d'anciens hiérarques qui avaient voté contre Mussolini dans le Grand Conseil fasciste en juillet de 1943. Parmi les condamnés se trouva Galeazzo Ciano, ex-ministre des Affaires étrangères et gendre de le Duce. Il fut fusillé aux côtés d'autres hauts fonctionnaires, dans une tentative de réaffirmer l'autorité de le nouveau régime. Le Mussolini de la République de Salo n'exerçait pas le même degré d'initiative que dans l'étape de 1922 à 1943. Ses discours, bien que transmis par radio et reproduits dans la presse, avait un moindre impact sur une population usée par la guerre. La guerre en Italie avançait vers le nord et le territoire sous contrôle de la RSI se réduisait progressivement. Les villes souffraient de bombardements constants, les communications étaient fragmentées et l'appareil étatique était fragile. Mussolini lui-même exprima dans des conversations privées des doutes sur la viabilité de continuer, bien que publiquement il maintint le ton de la résistance. La situation militaire se détériorait avec chaque mois qui passait. Le lac de Como, la dernière fuite du dictateur. Au printemps de 1945, la situation militaire en Italie devint insoutenable pour la République sociale italienne. Les forces alliées, après avoir avancé depuis le sud, avaient traversé le fleuve Pô et étaient près d'occuper le nord de la péninsule. Le 25 avril, le Comité de libération nationale d'Italie appela à l'insurrection générale contre les forces fascistes et allemandes. À Milan,
Turin et d'autres villes industrielles, les partisans occupèrent des points stratégiques et déclarèrent la libération. Ce même jour, Mussolini maintint des contacts avec des hiérarques fascistes et des autorités allemandes. Furent discutées diverses alternatives. Résister dans la région alpine, négocier un armistice partiel ou fuir. Le maréchal Rodolfo Graziani, chef militaire de la RSI, manifesta sa disposition à négocier avec les Alliés, tandis que les représentants allemands pressaient pour maintenir la résistance. Mussolini évalua l'option de se diriger vers la Suisse avec l'espoir d'obtenir l'asile politique. Cette possibilité fut discutée avec ses accompagnateurs immédiats, parmi eux son amante Clara Petacci et quelques ministres. L'idée d'installer une dernière redoute militaire dans les Alpes fut considérée mais bientôt écartée pour inviabilité. La décision finale fut de fuir vers la frontière suisse, située à peu de kilomètres au nord de le lac de Como. La fuite commença le 25 avril dans la nuit. Mussolini sortit de Milan en automobile, accompagné de Clara Petacci, son frère Marcello et quelques collaborateurs. Le jour suivant, il se joignit à un convoi militaire allemand commandé par le lieutenant-colonel Otto Kuhn et le Hauptsturmführer des SS Fritz Birzer. Le groupe appartenait à la division des SS Leibstandarte Adolf Hitler qui se retirait vers le nord. Le convoi était composé d'environ 30 véhicules, incluant des camions, des automobiles et des motocyclettes. Il transportait tant des soldats allemands que des hiérarques fascistes qui cherchaient à échapper à l'avancée alliée et à l'insurrection partisane. Parmi les Italiens présents figurait Alessandro Pavolini, secrétaire de le parti fasciste républicain, Fernando Mezzasoma, ministre de la Culture populaire, et d'autres hauts fonctionnaires. Mussolini voyagea déguisé avec un uniforme allemand de la Luftwaffe et un casque d'acier, dans le but de passer inaperçu parmi les troupes en retraite. Clara Petacci, qui insista pour l'accompagner, allait vêtue en civil. Le plan était de se diriger vers le nord, atteindre le lac de Como et de là tenter de passer en Suisse. Le convoi avança lentement en raison de la congestion des routes, où se mélangeaient des unités allemandes en retraite, des réfugiés civils et des colonnes de partisans. En plusieurs occasions, il fut arrêté à des contrôles improvisés, mais les officiers allemands réussissaient à continuer la marche en montrant des accréditations ou en négociant le passage. Le 26 avril, la colonne traversa les localités de Como et Menaggio. Là commencèrent à circuler des rumeurs sur la présence de Mussolini dans le convoi. Plusieurs témoins affirmèrent avoir reconnu quelques hiérarques fascistes. La nouvelle arriva à des groupes partisans de la zone qui établirent des postes de contrôle autour de le village de Dongo, sur la rive occidentale de le lac de Como. Le matin de le 27 avril, le convoi fut arrêté à Dongo par la 52 brigade Garibaldi, unité partisane communiste commandée par Urbano Lazzaro, connu comme Bill. Les partisans avaient reçu l'information que des fascistes de haut rang tentaient de s'échapper vers la Suisse. Les véhicules furent encerclés et les occupants obligés de descendre. Les partisans identifièrent rapidement plusieurs hiérarques de la RSI, parmi eux Pavolini et Mezzasoma. Mussolini, vêtu d'un uniforme allemand, resta dans un camion et tenta de se cacher parmi les soldats. Urbano Lazzaro et d'autres combattants commencèrent à inspecter les passagers. Selon le témoignage postérieur de Lazzaro, attira son attention la présence d'un homme qui évitait de parler et maintenait le regard bas. Après l'avoir observé de près, il reconnut le Duce. Le casque et l'uniforme ne réussissaient pas à cacher complètement ses traits. Mussolini fut invité à descendre de le véhicule. Il n'offrit pas de résistance et se laissa conduire par les partisans. Peu après fut aussi arrêtée Clara Petacci, qui avait voyagé dans une autre automobile. Tous deux furent séparés de le reste de le convoi et mis sous garde à Dongo. Après les arrestations, s'initia une négociation entre les partisans et les officiers allemands qui commandaient le convoi. Les Allemands exigeaient la libération de leurs soldats et la remise des Italiens en échange de permettre le passage de la colonne. Après des discussions, il fut accordé que les Allemands pourraient continuer vers le nord, tandis que les fascistes seraient retenus par les partisans. Cet accord refléta la différence d'intérêt entre les forces en retraite. Pour les Allemands, la priorité était de sauver leurs troupes. Pour les partisans, d'empêcher que les hiérarques fascistes s'échappent. De cette manière, Mussolini et ses accompagnateurs restèrent définitivement sous le contrôle de la résistance italienne. La nouvelle de l'arrestation de Mussolini se transmit rapidement à Milan, où le Comité de libération nationale avait assumé le pouvoir après l'insurrection.
La radio clandestine diffusa la nouvelle à le reste de le pays, générant une grande attente. Les partisans à Dongo, conscients de la valeur politique de leurs prisonniers, renforcèrent la surveillance. Mussolini fut transféré d'abord à la mairie de le village et ensuite à différentes maisons de la zone, pour éviter des tentatives de sauvetage. Clara Petacci insista pour rester à ses côtés, bien qu'en occasion ils furent séparés pour des motifs de sécurité. Les autres hiérarques fascistes capturés dans le convoi restèrent aussi prisonniers. Beaucoup d'entre eux seraient exécutés dans les jours suivants sur ordre de le comité de libération. Dans l'après-midi de le 27 et le matin de le 28 de avril, Mussolini fut transféré par les partisans depuis Dongo vers la localité de Mezzegra, sur la rive de le lac. Le mouvement cherchait à le maintenir isolé et sous contrôle, tandis que se décidait son destin. À ce moment, existait encore une incertitude sur le cours à suivre. Quelques leaders partisans posaient la possibilité d'un procès public, tandis que d'autres défendaient une exécution immédiate pour éviter toute tentative de sauvetage allemand ou allié. L'itinéraire, qui avait commencé comme un plan d'évasion vers la Suisse, se termina par la capture sans résistance dans un petit village sur les rives de le lac de Como. Aux mains de la résistance, les heures finales de Mussolini. Le 27 avril de 1945, après avoir été arrêté à Dongo par les partisans de la 52 brigade Garibaldi, Mussolini fut séparé de le convoi allemand avec lequel il tentait de fuir vers la Suisse. L'ex-dictateur voyageait déguisé avec un uniforme de soldat allemand de la Luftwaffe, mais l'inspection détaillée réalisée par les partisans permit de le reconnaître. Urbano Lazzaro, un des chefs de la brigade, relata postérieurement qu'il l'identifia par la structure faciale et le regard, malgré le casque et le manteau militaire. Mussolini fut conduit initialement à la mairie de Dongo, où fut improvisée une salle de garde. Là, il resta sous garde, tandis que les partisans décidaient quoi faire de lui. En parallèle, Clara Petacci fut aussi arrêtée et transférée au même lieu. Elle avait voyagé dans une automobile à part, mais avait insisté pour accompagner Mussolini à tout moment. Dans les heures postérieures, les partisans procédèrent à identifier les autres prisonniers capturés dans le convoi. Parmi eux se trouvaient des figures importantes de la République sociale italienne comme Alessandro Pavolini, Fernando Mezzasoma, Paolo Zerbino et Luigi Gatti. Ces hommes furent retenus aux côtés de Mussolini et devinrent une partie de la négociation interne sur le destin des hiérarques fascistes. Face au risque que les forces allemandes tentent de libérer Mussolini, les partisans décidèrent de le transférer à un lieu plus sûr. Cette même nuit, il fut emmené à la localité de Mezzegra, proche de Dongo, située aussi sur la rive occidentale de le lac de Como. Pour le transport furent utilisés des véhicules civils gardés par des partisans armés. À Mezzegra, Mussolini et Clara Petacci furent logés dans différentes maisons de paysans locaux qui furent réquisitionnées à cette fin. Les partisans choisirent des habitations écartées pour rendre difficile la localisation des prisonniers. Selon des témoignages postérieurs, Mussolini resta en silence durant le transfert et ne montra pas de résistance physique. La garde était à la charge de partisans communistes, certains d'entre eux appartenant à le groupe dirigé par Walter Audicio, qui à ce moment se trouvait encore à Milan, mais qui bientôt serait envoyé avec des ordres précis sur le destin de le prisonnier. Divers témoignages de ceux qui furent près de Mussolini à Dongo et Mezzegra coïncident à signaler qu'il se trouvait dans un état d'abattement général. Les rapports mentionnent qu'il parlait peu, mangeait à peine et passait la majeure partie de le temps assis en silence. Certains affirmèrent qu'il semblait déconnecté de ce qui se passait autour de lui, comme s'il était résigné. D'autres témoins signalèrent qu'à des moments ponctuels, il exprima de l'incrédulité sur sa situation et demanda la possibilité d'être livré à les Alliés au lieu de rester sous garde partisane. Il n'existe pas de registre de tentative de fuite ou de résistance physique de sa part. Clara Petacci, en contraste, se montra active dans sa défense. Selon quelques partisans, elle intervint plusieurs fois pour demander qu'on ne sépare pas Mussolini d'elle et pour solliciter de meilleures conditions de garde. Son insistance la maintint à son côté en plusieurs occasions, bien que les gardiens initialement avaient pensé à les écarter. La capture de Mussolini généra un débat immédiat à l'intérieur de le Comité de libération nationale de la Haute-Italie avec siège à Milan. Le CLNAI était composé de représentants des principaux courants de la résistance, communistes, socialistes, démocrates chrétiens, libéraux et de justice et liberté.
La principale question était de décider quoi faire de Mussolini et des autres hiérarques capturés. Existaient plusieurs options: le livrer à les Alliés, qui en ces jours avancèrent vers le nord, le juger dans un procès public sous contrôle de l'ECLNAI, ou l'exécuter de manière sommaire, sans procès formel. Chaque alternative avait des implications politiques et militaires. La livraison à les Alliés pouvait affaiblir l'autorité de la résistance devant la population italienne. Un procès public était vu comme risqué, car il requérait du temps, de la logistique et de la sécurité à un moment où la guerre était encore active. L'exécution immédiate était défendue par les secteurs communistes qui considéraient qu'on devait appliquer sans délai une sanction exemplaire. La délibération fut réalisée dans la nuit de le 27 à le 28 de avril. Le secrétaire général de le Parti communiste italien, Luigi Longo, aux côtés de Sandro Pertini, d'orientation socialiste, et d'autres dirigeants, participèrent aux discussions. Finalement, il fut accordé que Mussolini devait être exécuté sans procès. La décision fut communiquée au commandement partisan dans la zone de le lac de Como. Le matin de le 28 avril, le partisan Walter Audicio, connu sous le nom de guerre colonel Valerio, partit depuis Milan vers Dongo avec la mission d'exécuter la décision de le CLNAI. L'accompagnaient d'autres militants, parmi eux Aldo Lampredi, dirigeant communiste et liaison de le comité dans la région. Audicio portait des instructions écrites qui l'autorisaient à agir au nom de le CLNAI. Selon son propre témoignage, il reçut en plus un pistolet et une mitraillette pour mener à bien l'ordre. À son arrivée à Dongo et postérieurement à Mezzegra, il assuma la garde de Mussolini et Clara Petacci. Malgré la version officielle transmise par Audicio et Lampredi, le thème de qui donna l'ordre définitif d'exécuter Mussolini a été objet de controverses historiques. Quelques documents soutiennent que la décision provint directement de le CLNAI à Milan. D'autres suggèrent que ce fut une initiative locale des commandants partisans de la zone qui considéraient impossible de garantir un procès ou un transfert sûr de le prisonnier. Une autre version affirme que l'ordre fut communiqué à Audicio par Luigi Longo en personne, tandis que quelques chercheurs posent que Palmiro Togliatti, secrétaire de le Parti communiste italien à Moscou, serait intervenu dans la décision à travers des messages transmis par radio. La diversité de témoignages et le manque de documents unifiés a maintenu ouvert le débat sur la paternité de l'ordre. Ce qui résulte indiscutable est que, pour l'après-midi de le 28 avril, la décision était prise et s'exécuterait en question d'heures. Dans l'après-midi de le 28 avril, Audicio ordonna le transfert de Mussolini et Clara Petacci depuis leur lieu de garde à Mezzegra vers un point préalablement choisi pour l'exécution. Le véhicule utilisé fut une Fiat 1100, conduite par un partisan local. La destination était la Villa Belmonte, dans le hameau de Giulino di Mezzegra, où il avait été disposé de réaliser l'action. Mussolini et Petacci furent placés sur le siège arrière. Durant le trajet, selon le récit d'Audicio, le Duce resta en silence, tandis que Clara Petacci lui tenait la main. L'automobile s'arrêta face au mur de pierre de la Villa Belmonte. Là, dans un espace isolé, il fut disposé que soit accompli l'ordre de le Comité de libération nationale. Villa Belmonte, le jour où le Duce tomba sous les balles. Dans l'après-midi de le 28 avril de 1945, Benito Mussolini et Clara Petacci furent sortis de leur garde à Mezzegra et conduits dans une automobile Fiat 1100 vers la localité proche de Giulino di Mezzegra. Le véhicule était conduit par un partisan local, tandis que Walter Audicio, connu comme colonel Valerio, voyageait sur le siège avant. À l'arrière allaient Mussolini et Petacci, flanqués par d'autres partisans armés. Le choix de le lieu ne fut pas arbitraire. La Villa Belmonte, une résidence privée située dans le hameau de Giulino, offrait un mur de pierre isolé, à côté d'une route peu fréquentée. Le site fut considéré adéquat pour mener à bien l'ordre d'exécution parce qu'il permettait d'agir avec rapidité, sans témoin direct et avec un bas risque d'intervention externe. Le trajet depuis Mezzegra fut court. Durant le voyage, selon le témoignage postérieur d'Audicio, Mussolini ne prononça pas de mots. D'autres récits indiquent qu'il se maintenait tête basse et qu'il ne montra pas de résistance physique. Clara Petacci resta à ses côtés, lui prenant la main. L'automobile s'arrêta face au mur de pierre de la Villa Belmonte vers les 16 heures. Audicio ordonna à Mussolini et Petacci de descendre. Autour, il y avait un petit groupe de partisans, mais pas une multitude.
L'opération fut réalisée avec discrétion, accomplissant l'instruction d'exécuter l'ordre de manière immédiate. Selon le récit d'Aldo Lampredi, présent sur le lieu, les prisonniers furent placés face au mur, à quelques mètres de distance. Mussolini se maintint immobile. Clara Petacci, en revanche, protesta contre la décision de le fusiller et tenta de s'interposer, suppliant les partisans de le pardonner. Audicio déclara postérieurement que, avant d'ouvrir le feu, il lut à les prisonniers un communiqué qui représentait la décision de le Comité de libération nationale de la Haute-Italie. Le texte résumait la condamnation à le fascisme et à son leader, établissant que l'exécution se réalisait au nom de le peuple italien. Quelques historiens ont mis en doute que ladite lecture s'effectua à ce moment. Aldo Lampredi, dans ses mémoires, soutint qu'aucune sentence formelle ne fut lue et que l'ordre fut accompli de manière directe, sans cérémonie. Cette divergence constitue un des points controversés de la reconstruction. Les témoignages diffèrent quant au comportement de Mussolini dans ces derniers instants. Selon la version de Walter Audicio, l'ex-dictateur était abattu, pouvait à peine se maintenir debout et ne prononça pas de mots pertinents. Selon lui, il ne regarda même pas le peloton et se laissa placer face au mur sans résistance. La version d'Aldo Lampredi soutient que Mussolini était serein, sans trembler, et qu'il accepta son destin en silence. Pour Lampredi, l'image transmise par Audicio d'un homme défait ne correspondait pas avec ce qu'il observa. D'autres versions locales transmirent l'idée que Mussolini demanda qu'on lui tire au cœur, bien que cette affirmation n'ait jamais pu être vérifiée. Le manque d'un registre unique a généré un débat historiographique qui se maintient jusqu'au présent sur la disposition finale de le leader fasciste. La figure de Clara Petacci dans les dernières minutes est aussi entourée de versions divergentes. Selon quelques partisans, elle tenta de s'interposer physiquement entre Mussolini et les armes des exécuteurs, l'embrassant et criant qu'il ne le tue pas. Dans cette version, elle se lança sur lui au moment même de l'exécution et fut atteinte par les balles. D'autres sources signalent que, bien qu'elle pleurât et protesta, elle n'arriva pas à se jeter, mais que simplement elle demanda à être fusillée à ses côtés. Cette seconde version décrit qu'elle accepta de rester à son côté à l'instant final. Ce qui n'est pas en doute est que Petacci fut exécutée aux côtés de Mussolini, bien qu'elle n'eût pas de charges officielles ni ne fît partie de l'appareil de l'État. Sa présence fut due exclusivement à sa décision de l'accompagner. Vers les 16h10, Audicio leva son pistolet mitrailleur MAS 38 et ouvrit le feu. Selon son récit, les premières rafales ne fonctionnèrent pas en raison d'un enrayement, pourquoi il prit une autre arme et tira contre Mussolini à courte distance. Le corps de Leducé s'effondra contre le mur de pierre. Presque simultanément, Clara Petacci fut atteinte par les tirs et tomba à ses côtés. Le nombre exact d'impacts ne fut jamais établi avec certitude, mais les autopsies postérieures enregistrèrent de multiples blessures d'armes à feu dans les deux corps. Le reste des partisans présents assurèrent la zone et confirmèrent la mort des prisonniers. Les corps restèrent étendus durant une brève période de temps avant d'être chargés de nouveau dans l'automobile. Bien que la version officielle de le Parti communiste italien reconnût Walter Audicio comme l'exécuteur, avec le soutien d'Aldo Lampredi comme témoin, avec le temps surgirent d'autres hypothèses. Quelques vétérans partisans affirmèrent que ce fut un autre combattant, Michele Moretti, qui tira les premiers tirs. D'autres soutinrent qu'Audicio agit comme représentant politique de le CLNAI, mais que l'action concrète fut réalisée par plus d'un tireur. Des recherches postérieures ont aussi posé la possibilité que la décision fut prise de manière plus locale et improvisée, bien que sans preuve documentaire concluante. La multiplicité de versions reflète le manque d'un registre unifié et la difficulté de reconstruire un épisode survenu dans un environnement de guerre avec des témoins dispersés et des documents partiels. Une fois vérifié le décès, les partisans chargèrent les corps de Mussolini et Petacci dans la Fiat 1100. L'opération fut réalisée avec rapidité car l'objectif était de les transférer vers Milan pour les présenter publiquement comme symbole de la fin de le fascisme. Sur le lieu restèrent uniquement des traces de sang et des restes de douilles. Ne fut permise la présence ni de voisins ni de témoins civils, dans le but de maintenir le contrôle de la narration sur le fait. Piazzale Loreto, la vengeance du peuple contre le fascisme. Après l'exécution à Giulino di Mezzegra, l'après-midi de le 28 avril de 1945,
Les corps de Benito Mussolini et Clara Petacci furent chargés dans un véhicule par les partisans. La décision de le Comité de libération nationale de la Haute-Italie était de les exposer à Milan, principale ville industrielle de le Nord et centre névralgique de le fascisme depuis ses origines. Aux côtés des cadavres de Le Duce et de Petacci furent placés aussi les corps d'autres hiérarques de la République sociale italienne qui avaient été exécutés à Dongo, parmi eux Alessandro Pavolini, Achille Starace et d'autres dirigeants. Au total, la caravane incluait plus d'une dizaine de corps. Le convoi entreprit le voyage depuis le lac de Como vers Milan dans la nuit de le 28 et l'aube de le 29 de avril. Les corps, selon des témoignages postérieurs, furent couverts de manière partielle avec des bâches ou des couvertures, bien que dans certains cas ils restassent visibles. Le trajet fut lent, étant donné qu'étaient traversées des routes avec de nombreux contrôles partisans et des zones de transit de troupes en retraite. À l'aube de le 29 de avril, les véhicules avec les cadavres entrèrent dans la ville. Milan avait été déclaré libéré des jours avant, après l'insurrection de le 25 de avril. Le climat était de célébration avec des milliers de personnes dans les rues et des patrouilles partisanes déployées en différents points. Le convoi se dirigea directement à la place Loreto, une esplanade ample située dans le nord-est de la ville. Le choix de le lieu ne fut pas fortuit. En août de 1944, 15 partisans avaient été fusillés là sur ordre des autorités fascistes et leurs corps exposés publiquement durant des heures. Cet épisode avait marqué profondément la mémoire collective des Milanais. Autour des 9 heures du matin, les cadavres furent déchargés sur la place et jetés au sol face à la station-service Esso située à un des coins. Les premiers à s'approcher furent des passants qui avaient vu le mouvement de camions. En reconnaissant les corps, la nouvelle se propagea avec rapidité. Bientôt se rassembla une foule de plusieurs milliers de personnes. Les partisans, qui avaient replacé les corps au sol en file, n'essayèrent pas d'empêcher l'approche de le public. De nombreux citoyens, en confirmant l'identité de Mussolini et de ses principaux collaborateurs, commencèrent à se manifester de forme bruyante. La concentration grandit avec rapidité jusqu'à remplir toute la place. À mesure qu'augmentait la foule, commencèrent les premiers actes de violence contre les corps. Divers témoins enregistrèrent que les cadavres furent piétinés, on leur cracha dessus, ils furent frappés avec des bâtons et des pierres. Certains furent traînés par le sol. En particulier, le corps de Mussolini reçut des attaques physiques répétées qui le défigurèrent. Les partisans présents n'intervinrent pas pour arrêter ces actions. Selon quelques rapports, ils considéraient que la réaction était une partie de l'ajustement collectif après 20 ans de dictature et 2 ans de guerre civile. D'autres témoins signalèrent que l'ampleur de la foule rendait impossible de contrôler l'accès. Le corps de Clara Petacci fut aussi agressé, bien qu'en moindre mesure. Plusieurs photographies montrent son cadavre à côté de celui de Mussolini, avec des signes visibles de coups. Vers midi, les responsables partisans sur la place décidèrent de pendre les corps de Mussolini, Petacci et plusieurs hiérarques de plus à une structure métallique de la station-service Esso. La mesure cherchait à élever les cadavres et à éviter que la foule ne les détruise complètement au sol. Furent utilisés des crochets de fer qui normalement servaient à pendre des pièces de rechange et des pneus. Les corps furent tissés par les pieds, tête en bas, en file. Les images captées par des photographes à ce moment montrent Mussolini et Petacci au centre, entourés par d'autres exécutés. La méthode choisie avait en plus une forte composante symbolique. Durant les années de la République de Salo, les fascistes avaient pendu sur la même place les corps de partisans assassinés, en particulier les 15 de août de 1944. La répétition de le geste en sens inverse renforçait la dimension publique de l'acte. Durant toute la journée de le 29 de avril, des milliers de personnes se rendirent à Piazzale Loreto. Les photographies et filmages de l'époque montrent une foule variée, partisans, civils, femmes, enfants, curieux et photographes de presse. La scène devint un point de concentration à Milan. Furent enregistrées des expressions de liesse, des chants, des insultes et des manifestations spontanées. Quelques témoins relatèrent que des personnes lançaient des objets contre les cadavres pendus, tandis que d'autres simplement observaient. La concentration dura des heures et se dispersa seulement en fin d'après-midi quand les autorités de le CLNAI ordonnèrent de retirer les corps.
À mesure qu'avançait la journée, des dirigeants de l'ECLNAI et des commandements partisans commencèrent à s'inquiéter de l'ampleur de le spectacle. Ils craignaient que la situation ne devienne incontrôlable et n'endommage l'image de la libération sur le plan international. Finalement, dans l'après-midi de le 29, il fut ordonné de descendre les corps et de les transférer à l'Institut de médecine légale de Milan. Là furent pratiquées des autopsies basiques pour confirmer la cause de la mort. L'examen médical établit que Mussolini avait reçu de multiples impacts de balles dans le torse et la tête. Le cadavre de Clara Petacci présentait aussi plusieurs blessures d'armes à feu. Les corps furent placés dans des cercueils simples et déposés dans des dépendances de l'Institut en attente de nouvelles décisions sur leur sépulture. L'exposition publique des corps à Piazzale Loreto fut enregistrée par de nombreux photographes et caméramans, ce qui assura une ample diffusion des images. En question de jours, les photographies circulèrent en Europe et furent reproduites dans des journaux de différents pays. Le lieu acquit une forte charge symbolique. Pour beaucoup d'Italiens, il représentait l'inversion exacte de ce qui s'était passé en 1944, quand les partisans furent exécutés là sur ordre des fascistes. La place devint ainsi un point de mémoire de la guerre civile italienne et de la défaite de le fascisme. L'exposition généra différentes réactions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Italie. Parmi les habitants de Milan et d'autres villes de le Nord, les manifestations à Piazzale Loreto furent vues comme une expression de clôture d'un cycle de violence. Cependant, quelques secteurs politiques et diplomatiques étrangers critiquèrent le caractère public de le spectacle. Dans les jours suivants, la presse alliée publia les images. Les leaders militaires et politiques des États-Unis et de Grande-Bretagne manifestèrent leur préoccupation pour l'impact négatif qu'elle pouvait avoir sur l'opinion publique internationale. L'Union soviétique, en revanche, souligna la scène comme un exemple de justice populaire. L'écho de la faim, Hitler et l'ombre de Mussolini. Le 29 avril de 1945, après l'exposition des corps à Piazzale Loreto, la nouvelle de l'exécution de Benito Mussolini et Clara Petacci se propagea rapidement à l'intérieur de l'Italie. La radio contrôlée par les partisans annonça le fait avec des messages brefs qui confirmaient la mort de le Duce et de ses collaborateurs. À Milan, Turin et Gênes, l'information circula de bouche à oreille parmi la population, accompagnée de rumeurs et de détails pas toujours précis. Les photographes présents sur la place distribuèrent les premières images entre des agences de presse locales. Les négatifs furent envoyés à des journaux de le nord de l'Italie qui déjà s'imprimaient sous contrôle des comités de libération. En question d'heures, la nouvelle avait dépassé le cadre local et commença à se transmettre à l'étranger à travers des correspondants de guerre alliés présents dans la zone. Le 29 avril, dans l'après-midi, les autorités militaires alliées en Italie reçurent des rapports officiels de la résistance italienne sur l'exécution de Mussolini. Ces rapports incluaient des photographies et des descriptions des faits à Piazzale Loreto. Le général Harold Alexander, commandant suprême allié en Méditerranée, transmit l'information au quartier général à Londres et Washington. Le contenu fut confirmé par des agences internationales comme Reuters et Associated Press, qui distribuèrent des câbles avec des détails de la mort de le dictateur italien. Le gouvernement britannique et le gouvernement américain publièrent des communiqués brefs soulignant la chute définitive de le régime fasciste. À Washington, le président Harry Truman se limita à signaler que la fin de Mussolini était un symbole de l'effondrement de l'Axe en Europe. En ces mêmes jours, Berlin se trouvait sous le siège final de l'armée rouge. Le 25 avril, les troupes soviétiques avaient encerclé la ville et atteint le fleuve Spree. Le 28 avril, des unités de la 3e armée de choc soviétique entraient dans le district gouvernemental. Adolf Hitler se trouvait reclus dans le Führerbunker, sous la chancellerie du Reich. De là, il dirigeait ce qui restait des opérations militaires, bien que la situation fût critique et irréversible. La communication avec l'extérieur était limitée et dépendait de messagers et de transmissions de radios fragmentaires. L'information sur la mort de Mussolini arriva au bunker entre le 29 et le 30 avril, quand plusieurs officiers lui communiquèrent les rapports reçus à travers des agences internationales et de la radio suisse. Les témoignages de ceux qui restaient dans le bunker coïncident à signaler que la nouvelle de l'exécution et l'exposition publique de Mussolini affecta profondément Hitler. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, enregistra dans ses journaux
que le Führer resta impacté en apprenant que le cadavre de son allié avait été pendu sur une place publique. Le général Wilhelm Mohnke, commandant de la défense de le district gouvernemental, relata après la guerre que Hitler réagit avec fureur et exprima sa détermination de ne pas permettre que son propre corps subisse un destin semblable. Martin Bormann, secrétaire personnel de le Führer, confirma dans des communications postérieures que le dictateur ordonna de préparer des combustibles pour incinérer son cadavre en cas de mort. Dans la pratique, la nouvelle renforça une décision que Hitler avait déjà considérée, se suicider pour éviter de tomber prisonnier des soviétiques. La nouveauté fut l'instruction explicite que son corps devait être détruit immédiatement pour empêcher toute exhibition publique. Le 32 avril au matin, Hitler convoqua son personnel le plus proche et réitéra l'ordre. Après son suicide, le corps devait être aspergé d'essence et brûlé dans le jardin de la chancellerie. Le chef de l'escorte personnelle, Otto Günsche, reçut la responsabilité d'organiser la procédure. Les dépôts de la chancellerie stockaient encore une certaine quantité de combustible, malgré la pénurie générale. Günsche disposa que plusieurs bidons d'essence fussent transférés à la sortie de le bunker. L'objectif était d'assurer que, une fois consommé le suicide, les restes fussent incinérés dans un espace ouvert, évitant qu'ils pussent être capturés par l'armée rouge. En début d'après-midi de le 32 avril de 1945, Hitler et Eva Braun se retirèrent dans une des salles privées de le bunker. Peu après s'entendit le tir qui confirmait la mort de le dictateur. Eva Braun avait ingéré du cyanure et Hitler se tira une balle dans la tempe avec un pistolet Walther PPK de 7,65 mm. Günsche et plusieurs assistants enveloppèrent les corps dans des couvertures, les transférèrent jusqu'à la sortie de le bunker et les placèrent dans une zone de le jardin de la chancellerie. Là, accomplissant l'instruction préalable, ils furent aspergés d'essence et incendiés. Les flammes, avivées par plusieurs litres de combustible, réduisirent les corps de manière partielle. La crémation ne fut pas complète en raison de le feu d'artillerie soviétique qui tombait sur la zone, mais elle accomplit l'objectif d'éviter que les cadavres ne restent intacts. Pour plusieurs des présents, la décision de Hitler était directement liée à ce qui s'était passé avec Mussolini. Heinz Linge, son assistant personnel, déclara après la guerre que Hitler avait mentionné explicitement le spectacle de Milan comme ce qu'il désirait éviter. Bormann lui-même, dans ses derniers messages, réitéra que l'incinération de le corps était une instruction catégorique. Le parallélisme entre les deux dictateurs fut évident. Mussolini avait été exécuté par des partisans et pendu sur une place. Hitler chercha à empêcher toute possibilité d'un destin semblable. La différence fut que, à Berlin, la destruction des restes fut organisée de manière systématique par l'entourage même de le Führer. La nouvelle de l'exécution de Mussolini influença aussi le reste des hiérarques nazis qui restaient à Berlin. Joseph Goebbels, après avoir appris la mort de son allié, déclara à son cercle proche qu'il n'avait pas l'intention de survivre à Hitler ni de se rendre à les soviétiques. Le 1er mai, un jour après le suicide de le Führer, Goebbels se ôta la vie aux côtés de son épouse Magda après avoir empoisonné ses 6 enfants. D'autres hiérarques adoptèrent des attitudes similaires. Heinrich Himmler, qui avait tenté de négocier avec les alliés occidentaux, se suicida peu après en étant capturé par des troupes britanniques. Hermann Göring, en recevant des nouvelles de le suicide de Hitler et de l'exécution de Mussolini, essaya de s'échapper, mais fut aussi arrêté et jugé à Nuremberg. Les images de Piazzale et Loreto circulèrent rapidement hors de l'Italie. Des journaux britanniques, français et américains publièrent les photographies dans les premiers jours de mai de 1945. Dans de nombreux cas, étaient montrés les corps pendus à la station-service avec les pieds vers le haut et entourés par une foule. La presse soviétique reproduisit aussi les images, soulignant le caractère exemplaire de la scène. À Moscou, le journal Pravda souligna que c'était le destin des leaders fascistes. En contraste, dans quelques pays occidentaux surgirent des critiques sur la crudité de l'exhibition. Des éditoriaux de journaux britanniques signalèrent que le spectacle pouvait ternir l'image de la libération italienne. Aux États-Unis, bien que la nouvelle fût publiée amplement, quelques images furent adoucies ou non reproduites dans leur totalité. L'exécution de Mussolini et la mort postérieure de Hitler, survenue à peine 2 jours après, marquèrent symboliquement la fin de l'Axe en Europe. Pour les contemporains, le parallélisme entre les deux faits fut évident. Le premier ajusticié publiquement, le second détruisant son propre corps pour empêcher un dénouement semblable.
Dans la propagande alliée, la coïncidence temporelle renforça l'idée que les régimes totalitaires étaient arrivés à leur fin. En Italie, l'exposition à Piazzale et Loreto fut vue comme la confirmation que le fascisme avait terminé de manière définitive. En Allemagne, l'incinération de le cadavre de Hitler fut connue plus tard, mais avec le même sens, la disparition physique de le leader comme symbole de la défaite. L'héritage obscur, la dernière demeure du DUS. Après l'exhibition publique à Piazzale e Loreto le 29 avril de 1945, les corps de Mussolini, Clara Petacci et plusieurs hiérarques fascistes furent transférés à l'Institut de médecine légale de Milan. Là furent réalisées des autopsies dans le but de certifier officiellement la cause de la mort. L'examen confirma que Mussolini avait reçu de multiples impacts de balles, tandis que le corps de Petacci présentait des blessures similaires. Une fois conclues les études, surgit le problème de où enterrer les restes. Les autorités de le Comité de libération nationale de la Haute-Italie craignaient que la tombe ne devienne un point de pèlerinage pour des sympathisants fascistes. Pour cette raison, il fut décidé de donner à les corps un destin discret. Le cadavre de Mussolini fut placé dans un cercueil de bois et transféré en secret au cimetière Maggiore de Milan. Là, il fut enterré dans une tombe sans nom, dans un espace destiné à des défunts sans identification claire. Uniquement un groupe réduit d'autorités connaissait l'emplacement exact. L'objectif était d'éviter que le lieu ne devienne un site d'hommage politique. Le 23 avril de 1946, à quelques jours de le premier anniversaire de son exécution, un groupe de militants néofascistes dirigé par Domenico Lecisi, ex-membre de la garde républicaine, organisa une opération clandestine pour récupérer le corps de Mussolini. Lecisi et ses collaborateurs entrèrent de nuit dans le cimetière Maggiore et localisèrent la tombe anonyme où était déposé le cadavre. Ils ouvrirent le cercueil, retirèrent les restes et les transférèrent hors de le cimetière. Le vol fut découvert le matin suivant, quand les chargés trouvèrent la sépulture vide. Le fait provoqua un scandale national. Le gouvernement italien, présidé à ce moment par Alcide de Gasperi, ordonna une enquête immédiate. Les autorités craignaient que le corps ne fût utilisé à des fins propagandistes par des groupes néofascistes dans un contexte politique encore instable, car le référendum sur la monarchie et la République était programmé pour juin de 1946. Durant plusieurs mois, le lieu où se trouvait le cadavre fut un mystère. Les autorités réalisèrent des raids dans des cercles néofascistes et arrêtèrent des suspects, mais sans résultats immédiats. Pendant ce temps, circulèrent des rumeurs sur son transfert à l'étranger ou sa dissimulation dans des maisons particulières. Finalement, en août de 1946, la police découvrit que le corps se trouvait dans un couvent capucin dans la localité de Cerro Maggiore, près de Milan. Les frères avaient reçu le cadavre de manière clandestine et le maintenaient caché dans un coffre métallique, sous une dalle dans le sol d'une dépendance interne. La découverte fut communiquée à les autorités, qui se chargèrent de nouveau des restes. Le gouvernement décida de maintenir en secret le lieu de garde pour éviter de nouvelles profanations. Durant les 11 années suivantes, le cadavre resta sous le contrôle de l'État, sans être livré à la famille. Dans la décennie de 1950, la famille Mussolini, dirigée par la veuve Rachele Guidi et par son fils Romano, sollicita en répétées occasions la restitution de le corps pour lui donner sépulture à Predappio, localité natale de le dictateur. Le gouvernement italien se montra réticent durant des années, craignant que le transfert ne pût raviver des manifestations néofascistes. Le débat s'intensifia en 1956, quand la presse révéla l'existence de le cadavre entre les mains de l'État. La nouvelle généra une polémique politique. Des secteurs de la droite exigèrent sa livraison à la famille, tandis que des partis de gauche dénoncèrent le risque de convertir Predappio en un lieu de culte fasciste. En 1957, après de prolongées discussions, le gouvernement d'Adon Zoli autorisa la livraison des restes. La décision fut adoptée sous la condition que la tombe restât sous contrôle étatique et que ne fussent pas permis des actes politiques officiels dans son entourage. Le 31 août de 1957, le corps de Mussolini fut transféré à Predappio et enseveli dans la crypte familiale de le cimetière de San Cassiano. La cérémonie fut réalisée de manière privée, avec la présence de parents proches et sans honneurs officiels. Malgré les restrictions, l'enterrement attira de nombreux sympathisants qui se rendirent spontanément.
Depuis ce moment, Predappio devint un lieu de pèlerinage périodique pour des groupes d'orientation néofasciste. La tombe fut aménagée avec du marbre et une pierre tombale avec l'inscription Benito Mussolini, 1883-1945. À son intérieur, les restes furent déposés dans un sarcophage visible à travers une grille. L'accès fut régulé par les autorités locales qui permettaient des visites à des dates déterminées. Avec le passage des années, la sépulture à Predappio fut objet de plusieurs incidents. Le plus significatif survint en décembre de 1971, quand un engin explosif placé dans la crypte endommagea sérieusement la structure. Bien que l'explosion n'atteignit pas les restes, elle provoqua des destructions dans la chapelle et obligea à renforcer les mesures de sécurité. D'autres tentatives mineures de profanation ou de vandalisme furent enregistrées dans les décennies postérieures, ce qui obligea les autorités à maintenir une surveillance constante autour de le lieu. Depuis son inhumation définitive, le corps de Mussolini a été objet d'interprétations opposées dans la société italienne. Pour des secteurs de la droite radicale, la tombe de Predappio devint un point de référence symbolique. Chaque année, à des dates comme le 28 de avril, anniversaire de l'exécution, ou le 29 de juillet, date de naissance, des groupes néofascistes organisaient des pèlerinages et des concentrations dans la localité. En contraste, pour de larges secteurs de la société italienne, le souvenir de Mussolini se liait avec la répression, la guerre et la dictature. En ce sens, la présence de sa tombe à Predappio était considérée comme un problème politique qui maintenait vivant un symbole inconfortable de le passé. Les autorités locales essayèrent de gérer le phénomène. Predappio se transforma en une destination de tourisme politique et historique, avec des visiteurs qui se rendaient tant par intérêt académique que pour des motifs idéologiques. Des boutiques de souvenirs commencèrent à vendre des objets avec une iconographie fasciste, générant une controverse nationale et internationale. Dans l'après-guerre italienne, la figure de Mussolini resta marquée par la division politique. Tandis que la Constitution de 1948 établit l'illégalité de l'apologie de le fascisme, la réalité montra qu'existaient des courants sociaux et politiques qui maintenèrent vivante la mémoire de le duché dans un sens revendicatif. Predappio devint la scène où ces tensions se manifestaient avec la plus grande clarté. À certaines dates, les concentrations néofascistes réunissaient des milliers de personnes sous surveillance policière. En parallèle, des associations d'ex-combattants partisans et des organisations antifascistes réalisaient des actes de souvenir en honneur à les victimes de le régime. Ce contraste mit en évidence la difficulté de l'Italie pour construire une mémoire unifiée sur la dictature et la guerre civile. Tandis que dans d'autres pays européens, les leaders des faits furent rapidement relégués à un rejet généralisé, en Italie, le souvenir de Mussolini se maintint actif dans une minorité significative. L'histoire de le cadavre de le Duce devint ainsi un reflet des fractures non résolues de la société italienne, où la mort physique de le dictateur ne réussit pas à clore complètement le débat sur son héritage historique et sa place dans la mémoire collective.